Qu'est-ce qu'on fait ici? En fait, on fait 2 choses ici. La première chose, c'est qu'on a un dispositif qui est dit dispositif observatoire. Alors pourquoi observatoire? Observatoire sur le long terme, parce que chaque fois qu'il y a un problème environnemental, en général une pollution, du changement climatique, on a une demande de la part de la société, des politiques, qui nous disent: il y a un problème, comment est-ce qu'on pourrait le résoudre? Or, pour résoudre un problème, il faut le comprendre. Pour le comprendre, il faut l'avoir étudié depuis longtemps. Ça se pose sur les rivières, ça se pose sur les forêts, ça se pose sur les sols cultivés et ça se pose aussi sur les tourbières. Donc un dispositif observatoire, vous voyez qu'on est sur des plateformes en dur ici, une station qui est réellement construite, installée pour durer, parce que pour comprendre l'environnement quand il y a une question qui se pose, eh bien, il faut avoir 10, 20 ans d'études, de données, de suivi à long terme. Donc ici, on est sur un dispositif qui existe depuis 2008 et qui est fait pour durer peut-être 20 ans, peut-être plus, et qui nous permettra d'avoir du recul sur ce qui se passera. Donc la première question, c'est qu'est-ce qu'on fait? On étudie à long terme. Et ça se fait dans beaucoup d'autres écosystèmes en France. La deuxième question, c'est pourquoi les tourbières? Alors ça, on y a un petit peu répondu, parce que les tourbières posent beaucoup de questions sur le réchauffement climatique, sur le stockage du carbone, mais elles posent aussi des questions de biodiversité. Ici, il y a des végétaux, mais aussi des micro-organismes et des animaux qui sont très particuliers, très originaux, et donc ça permet de suivre et d'étudier la biodiversité. Et puis il y a évidemment avec les tourbières une question d'eau, de stockage d'eau, de réception d'eau, ensuite de relargage d'eau qui va partir dans les rivières, en emmenant ou pas de la matière organique, une eau de bonne qualité sur des milieux qui sont dits à l'amont, c'est-à-dire en haut des montagnes. Et donc on a toutes ces questions-là qui se posent et c'est important de les connaître à long terme. Puis il y a une dernière question qui est la question de ce site en particulier, qui est un site emblématique. Et un site emblématique par la qualité du milieu, mais aussi parce que des travaux vont être réalisés et qu'il est très intéressant de pouvoir disposer d'informations scientifiques avant que les travaux n'aient lieu et après, ce qui permettra de décrire et de qualifier finalement l'intérêt de faire des travaux de restauration dans ces zones humides. Alors, un programme de recherche parce qu'il y a un lien très fort entre le stock de carbone dans l'atmosphère et le stock de carbone dans les tourbières. Simplement parce que les tourbières, c'est un système qui accumule du carbone. C'est un système qui a une végétation qui est très particulière et qui aboutit à un stockage de carbone. Et évidemment, ce carbone, il est pris dans l'air. Et donc, si les tourbières accumulent du carbone, elles l'enlèvent de l'atmosphère. Et si les tourbières relarguent du carbone, elles l'envoient dans l'atmosphère. Et donc, c'est très logique d'étudier un peu partout dans le monde ces questions de relation entre climat et tourbières. Les tourbières ne représentent qu'une toute petite fraction de la surface terrestre, mais par contre, c'est pratiquement un tiers du carbone qui est stocké dans tous les sols. La plupart des sols ne sont pas très épais, et en fait, dans les sols forestiers, par exemple, on a un turnover, on a un renouvellement de la litière. Donc à mesure que des feuilles s'accumulent, il y en a d'autres qui sont décomposées. Dans les tourbières, la caractéristique, c'est qu'une partie de ces feuilles décomposées va rester et ne va pas se décomposer totalement. On considère que c'est à peu près 10% qui va rester stocké. Et dans ces conditions, même si la surface des tourbières est petite, on a des très grandes quantités de carbone qui sont accumulées dans ces tourbières. Évidemment, pas tellement dans les zones tempérées comme ici, mais par contre, dans les tourbières boréales, on a des très très grandes quantités de carbone qui sont stockées. Fran est le premier. C'est probablement le site qui est le mieux équipé à l'heure actuelle en France et probablement un des mieux équipés en Europe. Donc sur ce site, on a mis en place un certain nombre de choses, comme ce que vous voyez un petit peu derrière, des dispositifs de réchauffement de la tourbière, des choses comme ça. On a une station météo. Et ce site a été intégré a posteriori dans ce qu'on appelle un système national d'observation, SNO, qui est dédié aux tourbières. Alors il y a des systèmes d'observation du CNRS qui sont sur d'autres milieux, sur le milieu karstique par exemple, sur les forêts, sur d'autres milieux. Le SNO tourbière a été créé il y a quelques années sur le modèle de cette tourbière de Fran et a été dupliqué. Alors, a été dupliqué en Sologne, a été dupliqué en Bretagne, sera dupliqué dans les Pyrénées. Ça, c'est pour la France et pour les 4 sites du SNO Tourbière.
mais il a été aussi copié avec l'aide des chercheurs donc, français et suisses, d'une part en Pologne, au nord de Poznan, et d'autre part il a été dupliqué en Sibérie, dans une ville qui s'appelle Khanty-Mansiysk, sur lesquels donc il y a un site qui est une copie, pas conforme, parce qu'évidemment le site est différent, mais c'est une copie qui est basée sur ce qu'on a fait ici. Alors pourquoi ces 3 sites étrangers? Pourquoi les sites français? Les sites français sont faits pour comprendre quelle est la situation, quel est l'impact du réchauffement climatique sur des tourbières qui sont soit en montagne, soit en plaine, qui sont soit relativement préservées, soit dégradées. Et donc ça permet d'avoir une idée un petit peu plus vaste de ce qui se passe à l'échelle française. Et ce qu'on voit donc à l'échelle de la France, on le compare avec la Pologne, puis avec la Sibérie. Et là, on voit qu'on a un gradient de latitude, avec une tourbière polonaise qui est intermédiaire et une tourbière sibérienne qui, elle, est carrément boréale. Ce qui se fait sur cette tourbière-là est un peu à l'image du laboratoire qui porte cette tourbière qui est Chrono Environnement, c'est-à-dire qu'on a l'habitude d'y faire des travaux qui sont pluridisciplinaires. Donc évidemment des biologistes, mais biologiste c'est un mot qui est un peu un raccourci parce que dans la biologie il y a beaucoup de disciplines, donc il y a à la fois de l'écologie, l'étude de l'écosystème, on a de la physiologie qui va s'appliquer à l'étude de la physiologie des organismes, on a aussi de la botanique, on a de la zoologie. Et puis, on a d'autres disciplines, comme par exemple effectivement l'hydrogéologie, mais pas seulement la partie hydrogéologie, la partie géologie de surface plus généralement. On a aussi des gens qui vont utiliser cette tourbière en fait comme une archive de ce qui s'est produit dans le passé, avec des paléoécologistes, donc des personnes qui vont faire des carottes dans la tourbière, qui vont prélever des échantillons et reconstituer ce qui s'est produit depuis dans les 5000 dernières années. Et aussi des archéologues qui, par moment, peuvent utiliser la tourbière comme archive d'éléments qui auraient été laissés par l'homme. Alors, de l'archéologie récente, par exemple, c'est quelle est la quantité de pollution qui s'est déposée dans cette tourbière depuis 2 siècles, par exemple. Et donc, on va faire des études et on va reconstituer ce qui s'est passé. Il peut aussi, parfois, ils peuvent intervenir des sociologues, par exemple. Ils peuvent intervenir même des médecins, dans le sens où la tourbière peut aussi, à un moment donné, avoir stocké un certain nombre de pathogènes ou de parasites dans la tourbe et qui peuvent être réutilisés. Mais en résumé, l'essentiel des personnes qui interviennent habituellement sont des biologistes et ponctuellement des géologues et des paléoécologistes. Ce qu'on voit sur cette tourbière, c'est qu'elle a plusieurs mètres de tourbe, on va dire 3-4 mètres de tourbe suivant les endroits. Son âge, c'est un petit peu comme toutes les tourbières des environs, c'est-à-dire ce sont des tourbières qui commencent à se créer il y a environ 6-7 000 ans par petites tâches et peu à peu donc des connexions qui aboutissent à une tourbière de cette taille il y a probablement 3 ou 4 000 ans. Et aujourd'hui donc on est sur une tourbière qui a l'air relativement uniforme avec on imagine une couche de tourbe qui est relativement uniforme, mais qui peut quand même varier localement. Et puis on voit donc que cette tourbière, elle n'est pas circulaire, elle fait une sorte de grand V, avec des arrivées d'eau qui se produisent de différents endroits, un système hydrologique qui est probablement complexe, et une évolution en fait de la végétation de la tourbière qui est probablement liée à des activités humaines. Toutes ces choses-là, on est en train de les détailler. On a probablement, alors on a les résultats, mais ils ne sont pas encore décrits complètement sur toute la végétation autour de la tourbière. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est une tourbière qui est relativement isolée du reste du Jura. Et donc on retrouve dans cette tourbière plutôt une signature de la végétation qui est très très proche autour. Et pas de la végétation par exemple de la France ou de la végétation même du Jura. On a vraiment quelque chose de très local. Et au niveau des marqueurs microbiens dans la tourbe, on voit une succession d'événements de sécheresse ou d'événements très humides, aussi des événements chauds, des événements froids, mais qui sont relativement connus. C'est-à-dire que cette tourbière n'apporte pas spécialement d'informations, étant donné qu'il y a énormément d'études qui ont été faites sur les lacs et sur les tourbières. Donc on retrouve le petit âge glaciaire, par exemple, ou des choses comme ça. Et on retrouve visiblement aussi
l'effet des pollutions humaines du XXe siècle, surtout la deuxième partie du XXe siècle, avec notamment l'essence plombée. Donc on retrouve bien cette signature de plomb qu'on retrouve aussi dans les autres tourbières, hein, qui est un phénomène mondial en fait de pollution. Et donc voilà, et aujourd'hui on est dans une situation d'une tourbière dont on s'occupe beaucoup, les gestionnaires, et du coup d'une tourbière qui, on l'espère, va retrouver un état plus hydraté qu'avant, donc un état un peu plus original que ce qu'on avait au cours du XXe siècle, où visiblement le drainage a eu des effets assez forts, avec notamment les pins au crochet que vous voyez autour, qui sont probablement liés à des activités humaines de drainage. Alors, les travaux de recherche ont consisté en fait à, à essayer d'accélérer le réchauffement sur certaines placettes par rapport à un témoin qui lui se réchauffe naturellement. Donc on est dans un contexte de réchauffement global avec une tourbière qui évidemment subit ce réchauffement. Et donc on a d'une part ce que vous voyez par exemple au premier plan des placettes qui elles sont des placettes sur lesquelles on n'a rien fait, simplement on suit le réchauffement tel qu'il se produit actuellement. Et puis derrière vous voyez des sortes de petites serres en plexiglas où là on a essayé d'accélérer un peu le réchauffement. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est que déjà on n'a pas une tourbière où il ne se passe rien et une tourbière où on réchauffe. On a un ensemble qui est en train de se réchauffer parce que le climat se réchauffe. Et dans ce réchauffement, on essaye d'accélérer un petit peu le réchauffement pour voir ce qui se produira dans le futur. Alors ce qu'on voit, c'est d'abord une modification légère et lente de la végétation. La végétation change petit à petit, alors non pas parce que de nouvelles plantes apparaissent, mais parce que certaines plantes prennent le dessus sur d'autres. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit se dessiner au bout de 3, 4, 5 ans de réchauffement, avec une plante qu'on appelle l'andromède et qui visiblement est en train de prendre un peu plus de place que d'autres plantes. Et ce qu'on voit par contre et qu'on a vu très rapidement en simulant du réchauffement, c'est une modification de l'activité des microbes. Alors pourquoi c'est important l'activité des microbes? Parce que finalement l'accumulation de tourbe, elle est due à deux choses. Elle est due d'une part à la photosynthèse, des plantes qui font la photosynthèse et qui produisent des végétaux, de la matière organique, et d'autre part des microbes qui décomposent cette matière organique et donc qui relâchent du CO2 dans l'atmosphère. Alors évidemment, les microbes sont des organismes, les bactéries vont se diviser parfois plusieurs fois par jour, dans de bonnes conditions. Par conséquent, un microbe a un métabolisme très très rapide. Et il est assez logique que quand on réchauffe, on ait d'abord une réaction des microbes. Et ce que nous, on a observé, c'est une réaction d'une part des microbes type bactéries ou champignons qui décomposent la matière organique, mais aussi tous les microbes qui sont associés à ces bactéries et ces champignons, alors ce qu'on appelle des unicellulaires, comme par exemple des amibes. Et là, on a vu une réaction très très rapide. Et cette réaction très rapide nous laisse à penser que le réchauffement est en train de produire des effets importants sur la tourbière, avec une augmentation du relargage de CO2 probable, et que cette activité microbienne, avec un décalage dans le temps, produit une modification de la végétation. Alors évidemment, ici, on est sur une tourbière qui a été drainée. Même si c'est une tourbière qui est relativement peu perturbée par rapport à d'autres, elle a été drainée. Et visiblement, le réchauffement a un effet marqué parce que le système, finalement, manque de l'eau qu'il devrait avoir. Ce qu'on maîtrise très mal, parce que même au niveau de Météo France, ils maîtrisent très très mal ce paramètre, c'est la pluviométrie. C'est la quantité d'eau qui va tomber avec des écarts qu'on observe de plus en plus grands, c'est-à-dire des étés qui peuvent être extrêmement secs, suivis d'étés, comme les 2 derniers étés, qui peuvent être extrêmement pluvieux. Et du coup, si simplement on voulait étudier cette tourbière, par exemple, sur 3 ans, on en tirerait probablement des considérations qui seraient fausses. Parce que pour pouvoir vraiment commencer à répondre à cette question, quel est l'effet du réchauffement climatique, on considère qu'il nous faut au moins 10 années de météo, peut-être 20. Mais évidemment, ce n'est pas du temps perdu, parce que dans 20 ans, les questions du réchauffement climatique seront encore plus importantes qu'aujourd'hui. On vient d'avoir le mois de mai le plus chaud depuis que la météo existe. Et donc on sent bien que les résultats qu'on produira, même dans 10 ans, seront très utiles pour comprendre ce qui se passera dans 50 ans. Comme on a suivi la météo depuis 2008, on connaît la hauteur de nappe depuis 2008, donc on voit toutes les petites variations. On va continuer à suivre tous ces paramètres une fois que les travaux auront été faits. Et par exemple, si le niveau de la nappe remonte au cours de l'année, c'est quelque chose qu'on pourra mesurer. On pourra aussi mesurer le débit à l'exutoire avant-après, voir si le fait de remettre de l'eau dans la tourbière
augmente effectivement le débit à l'exutoire, ou si on peut imaginer qu'à un moment il y ait des pertes et que finalement ça modifie moins que ce qui serait prévu. Mais on va aussi pouvoir mesurer tous les paramètres qu'on a mesurés ici. Alors quand je dis tous les paramètres, c'est tous ceux dont j'ai parlé qui sont des paramètres classiques de météorologie, de température, de paramètres physico-chimiques. Mais étant donné que sur cette tourbière, il y a eu probablement le programme le plus complet qui ait jamais eu lieu en France sur le fonctionnement d'une tourbière, on va pouvoir aussi regarder les données qu'on avait accumulées entre 2008 et 2012, les données aussi qu'on continue à accumuler, les données biologiques, hein, la respiration du système, la diversité des microbes, la diversité des plantes, etc. Et on pourra revenir dans 5 ans, on pourra revenir dans 10 ans. Donc on aura vu en fait l'effet du réchauffement tel qu'il existe sur la tourbière pendant plusieurs années. On verra s'il y a ou pas un effet remise en eau, et on verra si cet effet remise en eau modifie finalement ce qu'on avait déjà étudié. Alors c'est ici une opportunité assez incroyable finalement d'avoir pu détailler vraiment de façon très très pointue ce qui se passait à l'échelle, en tout cas du secteur qui est étudié là, et de pouvoir l'étudier a posteriori après des travaux de restauration qui sont des travaux de restauration extrêmement importants.